Bonjour à tous et bienvenue pour cette présentation sur les lignes directrices à l'intention des demandeurs de cet appel à capitalisation. Alors, vous savez que les lignes directrices à l'intention des demandeurs sont un document fondamental pour bien comprendre l'appel et pour pouvoir déposer ou participer à un projet dans des conditions optimales. Alors, on va tout de suite aborder le premier slide où on peut voir les différents documents de référence qui sont à prendre en compte pour pouvoir participer dans les bonnes conditions. Alors, nous avons tout d'abord l'appel à proposition, qui est un texte fondamental, court, que vous pouvez lire rapidement, mais qui est vraiment une lecture obligatoire. Et ensuite, on a deux documents qui sont tout à fait indispensables. Les lignes directrices à l'intention des demandeurs, qui reprennent tous les différents critères qui doivent être remplis au niveau de la présentation, au niveau de la soumission des projets, et ce sont les critères qu'on va voir plus en détail dans cette présentation. Ensuite, nous avons les cahiers des charges et les annexes, et j'insiste bien sur les annexes parce que pour cet appel, les annexes ont une importance particulière, vous le savez. Et ensuite, on a une série de documents qui ne sont peut-être pas aussi importants dans l'urgence, mais qui à un moment ou l'autre de l'appel à projet, de l'appel à proposition, seront importants. C'est là où on retrouve notamment la note sur le traitement des données personnelles, on retrouve le modèle de contrat de subvention ainsi que le modèle indicatif de convention de partenariat. Ces deux documents sont sur le site, donc à la section de l'appel à proposition. Ils sont à consulter, donc à titre indicatif, mais c'est toujours intéressant de les lire à l'avance et de pouvoir voir ce qui va engager ou ce qui engagera le partenariat et le demandeur principal au cas où le projet serait approuvé dans le futur. Et ensuite, vous allez voir aussi deux notes importantes, une note sur les aides d'État et une note sur les coûts éligibles. Donc ces deux notes vont vous aider à remplir correctement la déclaration sur les aides d'État d'une part et le budget d'autre part. Donc deux documents également importants. On passe à quelques caractéristiques fondamentales de l'appel. Vous savez que cet appel est ouvert pour les 11 priorités du programme, donc au contraire de ce qui s'est fait sur l'appel stratégique où on avait une sélection. Ici, toutes les priorités sont ouvertes. On a un montant de fonds IEV disponible d'en principe 11 millions d'euros. Une contribution de l'UE indicative par priorité d'environ 1 million d'euros. Les partenariats, c'est important de le souligner, devront se composer d'au moins 5 pays éligibles, donc on parle bien d'un minimum, avec au moins un partenaire de l'Union européenne et un partenaire issu des pays partenaires méditerranéens. Quant à la durée, elle doit être inférieure ou égale à 24 mois et dans l'application, les demandeurs auront l'option de choisir entre 12 mois, 18 mois ou 24 mois. Donc il n'y a pas de possibilité de choisir par exemple 20 mois. Donc c'est 12, 18 ou 24. Et enfin, vous voyez en note de bas de page que les fonds IEV disponibles pourraient être augmentés à 15,2 millions si une procédure de révision du budget qui est en cours d'approbation a finalement une issue positive. Donc 11 millions en principe disponibles, mais peut-être 15,2 millions. Donc c'est à confirmer. Sur ce slide et les 3 slides suivants, nous allons voir très rapidement, parce que je suis sûr que vous les connaissez, les différentes priorités ainsi que l'allocation financière de ces priorités. Donc on en a 11 répartis en 4 objectifs thématiques. Le premier objectif thématique, c'est le développement des entreprises et des PME. Vous pouvez voir que là, nous avons 3 priorités. Donc la priorité sur le soutien aux startups innovantes et les entreprises récemment créées, avec une contribution indicative de 1 million d'euros et un budget maximum, donc ça c'est ce que vous voyez dans la colonne de droite, de 1,111 111 euros. Donc ça c'est le montant total du budget qui comprend le cofinancement que vous pouvez voir dans la colonne du milieu. Donc à ne pas confondre le budget total maximum et la contribution à demander de l'UE maximum. C'est deux concepts différents. On voit ensuite au niveau de la priorité 1.2
qui vise au renforcement des clusters, donc les chaînes de valeur, les groupements tant traditionnels que non traditionnels au niveau de la Méditerranée. Et enfin, la 1.3, c'est celle qui s'attache au tourisme avec l'encouragement des initiatives en matière de tourisme durable, évidemment. Donc les trois ont un budget orientatif, une contribution orientative de 1 million chacune. Voilà pour l'objectif thématique 1. L'objectif thématique 2, c'est le soutien à l'éducation, à la recherche, au développement technologique et à l'innovation. Là, on retrouve deux priorités. La première, c'est le soutien au transfert technologique et à la commercialisation des résultats de la recherche. Là encore, 1 million de contributions indicatives de l'UE. Et la deuxième, c'est le soutien aux PME pour que ces PME puissent obtenir un accès à l'innovation dans de meilleures conditions. Donc jusqu'à présent, on a vu 5 priorités. Comme vous pouvez voir, toutes les priorités ont le même poids, c'est-à-dire 1 million de contributions indicatives de l'Union européenne pour cet appel. Nous avons l'objectif thématique 3, donc qui s'attache à l'inclusion sociale et à la lutte contre la pauvreté, avec deux priorités bien différenciées. La 3.1 qui s'attache à l'employabilité des jeunes, donc le renforcement des capacités des jeunes, des jeunes sans emploi, sans formation et sans travail, connus également sous le nom de NEETs, mais aussi une priorité qui s'attache aux femmes, notamment aux collectifs les plus vulnérables, pour leur fournir les compétences nécessaires pour trouver un emploi sur le marché. Ensuite, nous avons la A3.2 qui soutient, donc qui cherche le soutien, renforcement du soutien aux acteurs de l'économie sociale et solidaire. Même budget pour ces deux priorités que pour les priorités précédentes. Et enfin, nous avons l'objectif thématique 4, donc c'est l'objectif thématique qui touche à l'environnement et à l'atténuation et adaptation au changement climatique. Et là, nous avons 4 priorités qui sont également très différenciées. La 4.1 qui touche à la gestion de l'eau, donc l'amélioration de l'efficacité hydrique. Nous avons la 4.2 qui cherche l'amélioration du traitement des déchets, surtout au niveau municipal. La 4.3 centrée sur les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique, spécialement dans les bâtiments publics. Et enfin, nous avons la 4.4 qui est centrée sur la gestion intégrée des zones côtières, spécialement avec le focus mis sur l'approche de gestion écosystémique. Donc, on l'a vu sur ces 4 slides, on a 11 priorités. Les 11 priorités sont ouvertes et chacune a la même contribution indicative de l'UE disponible pour cet appel, 1 million, dans le cas où, évidemment, où on serait sur le premier scénario de budget maximum disponible de 11 millions. Si on en arrive à 15 millions, les montants seraient légèrement différents. Bien entendu, il y a une spécificité à cet appel puisqu'on est sur un appel très différent des autres. On n'est plus sur du standard, on n'est plus sur du stratégique, mais sur de la capitalisation. Donc forcément, il y a des relations différentes à faire au niveau du programme opérationnel conjoint et en plus au niveau des cahiers des charges. Alors si vous allez dans le programme opérationnel conjoint, donc le POC, vous allez déjà à ce moment-là retrouver une indication sur ce que le programme entend par capitalisation ou ce que le programme voulait par la capitalisation au moment où le programme a été rédigé. Comme vous savez, il y a déjà quelques années de ça. Donc on peut lire ensemble la définition. Donc les projets de capitalisation favoriseront l'exploitation et ou la diffusion la plus large des pratiques et résultats consolidés des projets financiers antérieurement. Donc là, on doit souligner plusieurs termes. Résultats consolidés des projets financiers antérieurement. Donc c'est clair et vous allez le voir, vous l'avez déjà vu avec la première présentation parmi la série de présentations disponibles ici sur le site web, que la capitalisation recherche avant tout la maximisation de l'utilisation des résultats de notre programme
et d'autres initiatives que nous avons jugées les plus déterminantes pour la capitalisation de nos projets. Bien sûr, cette indication est très générale puisque le programme opérationnel conjoint est un document général, mais ensuite, dans les cahiers des charges, qui sont un des documents que j'ai mentionné lors du premier slide, vous allez obtenir le détail des résultats. Et c'est là où vous allez trouver les 3 objectifs fondamentaux de cet appel. Donc 3 objectifs que toutes les propositions qui vont être présentées sur cet appel devront aborder. Un objectif ou plusieurs objectifs. Alors ces 3 objectifs sont le transfert et l'exploitation des résultats, le renforcement des réseaux et aussi et surtout la diffusion stratégique et sensibilisation auprès des pouvoirs publics et des responsables politiques parce qu'on entend que ce type d'appel est un impact important sur les politiques. Bien, nous en arrivons maintenant aux critères d'admissibilité. Alors pour référence, dans les lignes directrices, c'est le chapitre 4. Alors on va voir toute une série d'éléments. On va voir l'éligibilité des territoires. Donc, au niveau géographique, qu'est-ce qui se passe? La dimension financière, quelques critères spécifiques, l'éligibilité du demandeur et des partenaires, et enfin l'éligibilité des coûts. Au niveau des territoires, donc de l'éligibilité géographique, vous dire tout d'abord qu'il n'y a pas de changement par rapport aux appels précédents. Donc pour ceux qui sont déjà familiers avec notre programme, les territoires éligibles restent les mêmes. Pour les pays participants, eh bien on a toujours les mêmes pays. Du côté de l'Union européenne, on a Chypre, la France, Grèce, Italie, Malte, Portugal et Espagne. Et du côté des pays partenaires méditerranéens, l'Algérie, l'Égypte, Jordanie, Israël, Liban, Palestine et Tunisie. Vous voyez qu'il y a une astérisque à côté de l'Algérie, car l'Algérie a bien adhéré au programme, mais n'a pas encore signé l'accord de financement avec la Commission européenne. Donc pour plus de détails ou pour des informations plus actualisées sur le statut de l'Algérie, veuillez vérifier les mises à jour sur cette signature sur le site web du programme NICBCMED. Ensuite, on a quelques règles générales, donc reprises au paragraphe 4.3.1 des lignes directrices. Vous voyez que le demandeur et les partenaires doivent être basés dans un des territoires éligibles du programme uniquement. Donc pour ça, vous pouvez voir le tableau d'éligibilité et régions limitrophes dans la section 4.1 des lignes directrices. Les régions limitrophes, aussi connues comme les régions adjacentes. Ensuite, on a les demandeurs provenant des régions limitrophes, donc ça c'est important à le rappeler. Ils ne peuvent pas être... Bon, en fait, les demandeurs ne peuvent pas provenir des régions limitrophes. Donc ça c'est exprimé de façon plus correcte. Autrement dit, les organisations des régions limitrophes ne peuvent jouer le rôle que de partenaires. Et encore, sous certaines conditions que nous allons voir également dans ces lignes directrices. Remarquez également au point précédent, entre parenthèses, après uniquement, qu'un maximum de 3 entités peuvent procéder du même pays dans un partenariat. Donc ça c'est important, un partenariat où 4 entités procéderaient du même pays serait directement exclu de l'appel. Au niveau de l'éligibilité des territoires, donc quelques informations en plus au niveau des activités. La règle générale, c'est que les propositions doivent prévoir la réalisation des activités sur les territoires éligibles des pays représentés dans le partenariat. Donc ça, c'est la règle. Les activités se font sur les territoires des partenaires qui participent au projet. Maintenant, il y a quelques exceptions. La première, on vient de la voir, c'est l'exception qui touche aux régions limitrophes. En réalité, ces régions limitrophes participent au projet. Elles ne sont pas éligibles en tant que telles. Elles ont un statut particulier, le statut de région limitrophe.
et donc elles sont soumises à des conditions particulières, notamment la valeur ajoutée de l'inclusion de partenaires provenant de ces régions limitrophes doit être démontrée, et de plus, le budget que les partenaires des régions limitrophes peuvent gérer dans leur ensemble au sein d'un projet est limité à 20%, 20% du budget total. Enfin, les activités réalisées hors de la zone éligible, en principe elles ne sont pas éligibles, mais au cas par cas, elles pourront être envisagées à condition que leur valeur ajoutée soit bien justifiée dans le formulaire de demande. Donc en principe, vous devez prévoir toutes les activités dans les pays qui participent au projet, mais dans des conditions spécifiques, et si c'est bien justifié, certaines activités de façon ponctuelle pourraient être mises en œuvre en dehors de la zone éligible. Donc, dans tous les cas, consultez pour être bien sûr à l'avance que ces activités seront éligibles. Les organisations internationales peuvent participer à notre appel. Elles participent aux autres appels, elles participent aux projets qui ont déjà été approuvés. Dans quelles conditions peuvent-elles participer à l'appel? Alors, elles participeront uniquement si elles disposent d'un bureau opérationnel dans la zone éligible. Donc, on leur demande tout simplement d'avoir un bureau effectif dans un des territoires du programme, un des territoires éligibles pour le programme. Ensuite, à souligner également que les organisations internationales ne contribuent pas au respect des critères territoriaux minimums. Donc, si vous avez 4 pays et une organisation internationale qui a une structure, qui a une délégation basée dans un 5e pays, en réalité, pour le critère du nombre de pays sur cet appel, vous aurez toujours 4 pays. Donc, c'est important de bien faire attention à ce que les organisations internationales ne comptent pas pour ce critère. Ensuite, les ministères et autres administrations publiques peuvent participer à notre programme. Elles sont admises même si elles ne sont pas situées sur les territoires éligibles ou limitrophes. C'est par exemple le cas de la région de Madrid en Espagne, du Caire en Égypte. Et bon, il y a évidemment d'autres cas et ces ministères sont éligibles. Toutefois, on va demander que la valeur ajoutée de la participation de ces ministères au partenariat soit démontrée et que les activités soient mises en œuvre dans les bureaux sur les territoires éligibles s'ils en ont. Donc on peut imaginer, pour reprendre l'exemple antérieur, si un ministère basé à Madrid, qui n'est donc pas une région éligible ni limitrophe, voulait participer à l'appel, il peut participer à l'appel si sa valeur ajoutée au projet est démontrable, et en plus, si le ministère situé à Madrid a un bureau, a une délégation à Valence ou en Andalousie ou en Catalogne, c'est cette délégation qui devra participer. Nous avons également des règles spécifiques pour la participation des demandeurs et partenaires ayant un bureau hors des territoires éligibles ou une structure décentralisée dans une région éligible. C'est-à-dire, si une organisation a son siège en dehors des territoires éligibles, mais a un bureau décentralisé dans une zone éligible, cette organisation est en principe éligible. Donc elle est admise à l'appel. Toutefois, le programme pose pour cette participation quelques conditions. Donc on demande que le bureau basé en zone éligible existe depuis au moins 2 ans avant la date limite pour la soumission du formulaire de demande. Ensuite, on demande que le bureau décentralisé ait la capacité suffisante pour assumer des obligations légales et pour engager cette délégation du point de vue financier.
Et enfin, une dernière caractéristique en ce qui concerne l'éligibilité géographique, les demandeurs et partenaires de la région de Lisbonne peuvent participer, mais uniquement aux projets liés à l'objectif 1. Et donc par objectif primordial 1, excusez-moi pour cet oubli parce que c'est important, il faut bien distinguer objectif primordial de objectif thématique. Donc les demandeurs et partenaires de Lisbonne peuvent participer à l'objectif primordial 1, c'est-à-dire aux objectifs thématiques 1, 2 et 3. Et donc ils peuvent participer à toutes nos priorités, sauf les 4 priorités liées à l'environnement. En ce qui concerne l'éligibilité, du point de vue du statut juridique des demandeurs et des partenaires, ici c'est plus simple parce que notre programme admet à l'appel tout type de demandeurs et partenaires. Donc on peut voir ici que les organismes publics sont les bienvenus, les organismes de droit public également, les organismes privés et enfin les organisations internationales. Donc parmi les organismes privés, vous pouvez retrouver les entreprises, les ONG, les associations ou autres entités sans but de lucre. On couvre vraiment tout le spectre d'entités légales possibles, tout en soulignant que les personnes physiques ne peuvent pas participer au partenariat. Pour les entités, les organisations qui voudraient jouer un rôle mais sans être inclus formellement dans les partenariats, il y a plusieurs possibilités. Et on retrouve ces possibilités décrites au paragraphe 4.3.2 des lignes directrices. Alors on a tout d'abord le statut d'associé. Le statut d'associé est, donc on parle d'une entité, d'une organisation qui sera impliquée dans le projet. Donc d'une certaine façon, ils vont faire le suivi des activités des projets. Ils peuvent même y participer dans certaines conditions, mais ils ne peuvent pas recevoir de financement au titre de la subvention. Donc il n'y aura pas de budget spécifique pour les associés. Par contre, les associés pourront participer aux réunions, ils pourront suivre les résultats, ils pourront même bénéficier des résultats. Ils ne pourront pas, et c'est important de le remarquer, en tant qu'associés, vu qu'ils auront une position privilégiée par rapport au partenariat, ils ne pourront pas participer aux procédures de passation de marché qui seront lancées par les différents partenaires tout au long de la vie du projet. Une autre option, ce sera de participer comme sous-traitant. Alors, certaines activités, vous le savez, pendant la vie du projet pourront être sous-traitées. On ne peut pas sous-traiter l'ensemble des activités, donc on ne peut pas sous-traiter l'essentiel des activités. Celles-ci doivent être menées à bien par le partenariat, mais certaines activités, souvent on parle d'activités liées à la communication, à l'organisation de conférences, à des traductions, mais aussi à du soutien technique ponctuel, pourront être sous-traitées. C'est important de rappeler qu'évidemment ces sous-traitances sont liées à des procédures d'appel à marché public spécifiques et que donc il est impossible de connaître les sous-traitants au moment où le projet est déposé. Toutefois, les différentes sous-traitances doivent être prises en compte. Donc dans le projet, dans la proposition de projet, c'est bien clair. Et enfin, on a une figure qui est spécifique à notre programme et qui a très bien marché sur les appels précédents, c'est les bénéficiaires de subventions en cascade, qui dans ce cas peuvent être tant des bénéficiaires, des personnes morales que des personnes physiques, résidentes ou établies dans les pays participants au partenariat. Alors, il y a des limites qui sont fixées pour les subventions en cascade. 60 000 € de subvention maximum au niveau individuel, donc pour une personne physique ou pour une personne morale, et 30% du budget total au niveau de l'ensemble des subventions en cascade qui seraient distribuées pendant la vie du projet. Maintenant, on va aborder quelques critères spécifiques, donc qui sont vraiment des critères spécifiques à cet appel.
Et d'ailleurs, comme le souligne le slide, on a quelques aspects nouveaux. Une même proposition doit porter exclusivement sur une priorité retenue au titre de cet appel. Et vous savez que les 11 priorités sont disponibles, même si vous pouvez avoir des recoupements, des effets transversaux sur d'autres priorités, votre projet, les activités, les réalisations et l'ensemble du projet doit porter sur une seule priorité. D'ailleurs, le système de dépôt en ligne ne vous permet pas de choisir plus d'une priorité. Ensuite, on a une limite à la participation. Une même organisation ne peut déposer qu'un seul projet en qualité de demandeur par objectif thématique. Par contre, au niveau du rôle de partenaire, il n'y a aucune limitation. Donc, en tant que partenaire, une organisation peut participer à autant de projets qu'elle le souhaite. Par contre, en tant que demandeur, le maximum de propositions que pourrait déposer une même organisation, c'est 4 projets maximum qui pourraient être déposés, un par objectif thématique. Dans le cas où une entité, c'est toujours possible, même si ça demanderait un facteur réussite important, dans le cas où une même entité verrait plus de 2 de ses projets approuvés, 3 ou 4 c'est le maximum, dans ce cas, seules les 2 meilleures propositions, donc celles ayant reçu le meilleur score dans notre processus d'évaluation, seraient financées. Donc on peut en présenter maximum 4, mais dans tous les cas, on ne pourra pas recevoir plus de 2 subventions pour 2 projets différents. Et vous pouvez voir également un exemple sur ce slide, et je souligne que l'élément important pour distinguer si une entité est la même qu'une autre, c'est le code fiscal, donc, ou selon les cas, le numéro de TVA, code fiscal ou équivalent, donc ça dépend des pays. Donc pour savoir si une entité est bien unitaire, eh bien, il faut regarder si cette entité a le même code fiscal qu'une autre. Dans le cas des universités, donc en général, les différentes facultés partagent le même code fiscal et dans ce cas, ils sont une seule entité et ils pourraient déposer un maximum de 4 propositions. Donc il faut faire attention à cette limite dans le cadre de grosses organisations, comme ça peut être le cas d'universités, comme ça peut être le cas de régions, de ministères. Alors, continuons avec la dimension financière des projets. Alors, comme vous pouvez le voir, les projets peuvent demander une contribution minimale de 500 000 €. Donc, il n'est pas possible de demander moins de 500 000 €. Et la contribution maximale demandée est de 1 million. Donc, impossible de demander plus d'1 million d'euros pour un même projet. En ce qui concerne le budget total, c'est-à-dire les coûts totaux maximum par projet, ce sera 1,1 million d'euros, puisque la contribution maximale de 1 million, il faut ajouter le cofinancement à apporter par les projets, qui est dans tous les cas minimum 10%. Donc ça, c'est ce qu'on voit ensuite. Alors, il faut rappeler que ce cofinancement de 10% est un minimum 10% du coût total éligible, minimum 10% du budget, mais les projets ont la capacité, la possibilité d'apporter plus de 10% s'ils le souhaitent. C'est d'ailleurs ce que vous remarquez dans l'exemple où le budget total est de 800 000 €, la contribution IEV de 680 000, c'est-à-dire 85%. Il s'agit donc d'un partenariat qui a décidé d'apporter plus que 10%. Et enfin, le cofinancement du projet, c'est évidemment les 15% restants, donc 120 000 €. Alors, quelques critères financiers spécifiques. Probablement celui-ci est le plus important. C'est un petit peu la règle d'or de notre programme et forcément de vos projets.
alors au moins 50% des coûts totaux directs du projet, autrement dit 50% du budget du projet, doit être consacré à des activités mises en œuvre dans les territoires des pays partenaires de la Méditerranée. 50% en dehors des pays de l'Union européenne minimum. Alors il y a deux façons de remplir ce critère. La première et la plus simple, c'est directement d'allouer au moins 50% des coûts directs inscrits au budget aux partenaires issus de ces pays partenaires. Donc 50% du budget minimum vont directement aux partenaires qui sont les partenaires procédants des pays voisins, qui ne sont pas de l'Union européenne. La deuxième option, et c'est une option qui est importante parce que ce n'est pas toujours possible d'allouer 50% des fonds aux pays partenaires, mais si le partenariat n'y arrive pas, la différence peut être apportée de la façon suivante. Les partenaires procédant des pays de l'Union européenne vont spécifier dans le formulaire de déclaration en ligne un certain nombre d'activités qui seront payées par les partenaires de l'Union européenne, mais au bénéfice des organisations procédant des pays partenaires méditerranéens. Donc, ça c'est la deuxième possibilité. On a un exemple sur ce slide. Voyons le total des coûts directs du projet, 800 000. Donc on parle d'un projet avec un budget de 800 000. Deux options. L'option 1, au moins 400 000 euros, c'est-à-dire 50% de ce budget sont directement alloués au budget spécifique des pays partenaires méditerranéens. Ça, ce serait évidemment l'option la plus simple. Si le projet ne peut pas remplir cette première condition, eh bien, on a un deuxième cas de figure, voyons-le. Par exemple, évidemment, 240 000 euros, c'est-à-dire 30% du budget, sont alloués aux pays partenaires méditerranéens dans le budget. Et la différence avec les 50% minimum qui sont exigés, c'est-à-dire 20%, qui correspondent dans ce cas à 160 000 euros, seront gérés par les partenaires de l'Union européenne pour mettre en œuvre des activités qui seront au bénéfice, donc qui auront lieu sur les territoires des pays partenaires méditerranéens. C'est important de remarquer que pour remplir pour combler cette différence entre le budget alloué et les 50%, les frais de déplacement et les frais de personnel des entités européennes ne sont pas pris en compte. Donc il faudra que ce soit des achats d'équipements, des achats d'infrastructures, de la sous-traitance ou d'autres coûts. Donc il faudra que ce soit n'importe quelle catégorie de coûts, mais pas les catégories de coûts personnels et déplacements. On vient de voir vraiment la règle d'or de notre programme. Maintenant, on va voir quelques règles un peu plus spécifiques. On a notamment une règle qui limite le budget pour une seule organisation à 35% du budget total. Donc c'est souvent le cas du bénéficiaire principal, qui est celui qui a le plus de budget habituellement dans les partenariats. Il faut savoir qu'il ne peut pas avoir plus de 35% du budget. Ça, c'est vraiment la limite à ne pas dépasser. Il y a un seul cas où cette limite pourrait être dépassée, c'est dans le cas peu fréquent où il n'y aurait qu'un seul partenaire procédant des pays partenaires méditerranéens dans le partenariat. Dans ce cas, pour que la règle des 50% soit respectée, règle primordiale, eh bien, ce partenaire unique de la rive sud pourrait gérer 50% du budget total. Et enfin, nous avons une nouvelle règle pour cet appel à projet. Le budget consacré à la catégorie de coûts ressources humaines est limité à 40% du budget. Donc, comme c'est une nouveauté, faites bien attention. Un certain nombre de propositions sont inéligibles. C'est assez logique, cela va de soi, mais il convient quand même de le rappeler. Donc elles sont rappelées au paragraphe 4.6 des lignes directrices.
Et on parle des propositions de projets qui concernent uniquement ou principalement le genre d'activités suivantes: le parrainage de la participation de particuliers à des ateliers, des séminaires, des conférences ou l'octroi de bourses individuelles ou de la formation. Alors vous savez que beaucoup de nos projets ont une partie formation, ont également des conférences ou l'organisation de séminaires prévus dans leurs activités. Donc c'est clair que ces activités sont éligibles à titre individuel si elles sont liées aux réalisations et aux résultats du projet, mais un projet ne peut pas porter essentiellement sur de la formation ou essentiellement sur l'octroi de bourses ou sur l'organisation de conférences. Donc ça ne peut pas être l'objectif principal d'un projet. Nous avons également quelques cas d'exclusion, paragraphe 4.7 des lignes directrices. Les demandeurs et les partenaires seront exclus de la participation dans certains cas, notamment s'ils sont en situation de faillite, s'ils sont soumis à des procédures d'insolvabilité ou de liquidation, de fraude, de corruption, de conflit d'intérêts. Donc ce sont des situations qui, évidemment, comme dans tous les programmes de l'Union européenne, ce sont des situations qui conduisent au rejet de la proposition. Il y a également un cas spécifique sur notre programme, les propositions où on retrouve un cas de non-remboursement de montant à l'autorité de gestion ou à la Commission européenne, seront également en principe exclus de la participation à l'appel. Et enfin, toute organisation qui tenterait d'obtenir des informations confidentielles ou d'influencer le processus de sélection, comme c'est logique, serait évidemment exclue, et c'est bien normal. Enfin, les documents obligatoires à télécharger sur le système. Et il y a plus d'informations sur ces documents dans une présentation ultérieure sur le processus d'évaluation, notamment quand on aborde le contrôle administratif. Mais comme c'est quelque chose d'extrêmement important, on peut le rappeler dans plusieurs présentations. Voici les documents qui devront être obligatoirement téléchargés sur le système. Et l'oubli du téléchargement d'un de ces documents pourrait conduire au rejet de la proposition. Donc, même si c'est du niveau administratif, il convient d'être extrêmement pointilleux sur ce point. Vous aurez à remplir une déclaration du demandeur, vous aurez à remplir une déclaration de partenaire par partenaire, une déclaration d'associé, et là j'insiste parce que on a eu le cas de partenariat qui, pensant que le rôle d'associé est en secondaire, et c'est vrai que dans une certaine mesure c'est un rôle secondaire, mais la soumission d'une déclaration pour chaque associé est indispensable pour pouvoir déposer la proposition. S'il manque une déclaration d'associé, le projet ne peut pas être déposé. Donc c'est fondamental, et c'est encore plus important si on sait que certains partenariats ont un nombre élevé d'associés. Donc il faut bien gérer ça depuis le début. Si vous avez des organisations internationales, les organisations internationales devront remplir une déclaration spécifique, et en plus, elles devront également remplir et déposer la déclaration de partenaire. Donc c'est bien important dans le cas d'organisations internationales, sachez qu'elles doivent déposer 2 documents. Un commentaire et règle valable pour ces 4 déclarations. Toutes les déclarations doivent respecter certains critères minimums. Elles doivent toutes être datées, elles doivent toutes être imprimées sur du papier à en-tête, ou bien inclure le tampon de l'entreprise ou le tampon de l'organisation. Et surtout, elles doivent être signées. Un document non signé pourrait conduire au rejet de la proposition. Et ce sont des cas qui sont arrivés, donc c'est important, très important, de vérifier plusieurs fois si tous les documents sont bien signés, datés, tamponnés, etc. En plus des déclarations, vous allez devoir télécharger sur le système 2 documents,
tout d'abord le calcul des coûts administratifs. Donc on parle d'un seul fichier, c'est un fichier disponible en format Excel et qui contient des informations pour l'ensemble du partenariat au niveau de leurs coûts administratifs. Et enfin, dernier document à télécharger obligatoirement, il s'agit de la grille d'auto-évaluation sur les aides d'État, un fichier contenant les informations sur l'ensemble du partenariat, pour lequel les informations sur les aides d'État sont nécessaires, parce que certains pays n'ont pas l'obligation de remplir cette grille d'auto-évaluation. Concrètement, tous les pays de l'Union européenne ont l'obligation, ainsi que la Tunisie, la Jordanie et l'Égypte. Oui, et donc c'était bien le dernier slide. Juste vous rappeler que la lecture des lignes directrices est indispensable pour pouvoir présenter le projet dans de bonnes conditions. Sans ça, ce serait presque impossible. Même chose pour les termes de référence et même chose pour les annexes. Faites bien attention à tous les critères qui ont été décrits sur ces slides. Même s'ils sont en principe assez simples, on a pu constater donc, traditionnellement que certains critères malheureusement ne sont pas remplis et ça peut conduire au rejet de la proposition. Donc voilà, on se retrouve pour une autre présentation. Merci beaucoup pour votre écoute et déjà et encore bonne chance à tous. À bientôt.